tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football avec nous Emmanuel Petit. Manu, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors c'est l'épilogue de cette saison, vous êtes en duplex depuis nos studios parisiens avec moi Lise Barimbaud. Lise, bonjour, vous avez évidemment tout vu, tout lu. On va faire le tour de la presse avec vous, surtout restez avec nous. 38e et dernière journée de Liga qui a rendu son verdict. Et si l'on savait que le Barça était déjà champion, eh bien il restait encore des équipes à départager. Le Barça justement fait match nul à domicile contre la Corogne. Un match nul qui permet au Deportivo de rester en première division. Le Real fait un carton pour sa dernière sortie de l'année. Une victoire 7-3 contre Retafe. Valence y a cru jusqu'au bout. Et Valence se qualifie pour la Ligue des Champions grâce à sa victoire 3-2 sur Almeria. Même score pour Séville. Contre Malaga, mais la victoire ne sert à rien. Le finaliste de l'Europa League termine 5e. Et on va commencer tout de suite par le champion. Le Barça a été sacré la semaine dernière malgré un bon début de rencontre avec un doublé de Messi. Ils ont concédé le match nul à domicile. Mais vu leur saison magnifique, on ne va certainement pas leur tenir rigueur. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu ? Je suis d'accord avec vous, Valérie. Quand ils sont en finale de Champions League, ils ont gagné la Liga, ils sont en finale de la Coupe du Roi également. Donc la possibilité encore d'accrocher des titres en cette fin de saison. C'était une saison remarquable. Ils ont mené en Liga pendant quasiment 8 mois. Donc il n'y a rien à dire, quoi. Donc on va dire que Messi et ses copains se sont bien amusés tout au long de la saison. Alors justement, Lise, cette semaine, le Barça dit au revoir à un de ses piliers. Et oui, c'est Xavi Hernandez qui a été au Barça de 98 à 2015. C'était son club formateur. Jusqu'à présent, il a remporté 26 titres avec les Blaugrana, dont 3 Ligues des Champions. Et contre le Deportivo de la Corogne, le Barça a joué avec un maillot spécial pour le départ de Xavi. Le Camp Nou a fêté son maestro avec un superbe tifo à son effigie pour cette journée très particulière. Vous pensez, Manu, qu'il va revenir au Barça ? Pourquoi pas? Donc c'est vrai qu'il y a une tradition quand même au FC Barcelone. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui reviennent justement pour être entraîneurs ou avoir des postes à responsabilité à l'intérieur d'un point de vue structurel. Moi je le souhaite parce que pour moi Xavi est vraiment l'antithèse un petit peu du football moderne où il y a un ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui a démontré sa valeur sur le terrain et en dehors pendant toutes ces années avec une régularité, une constance exemplaire. Donc je souhaite vraiment pour lui qu'il puisse retourner en tant que technicien pour aider le football par sa vision. Oui. Alors c'était donc la dernière de Xavi en championnat, mais il aura encore la possibilité de briller sous les couleurs du Barça à 2 reprises. Le 30 mai prochain face à l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi et le 6 juin en finale évidemment de la Ligue des Champions contre la Juventus. Ce serait un très beau cadeau de départ, Manu. Ça sera un magnifique cadeau, il le mérite amplement. C'est vrai que son palmarès, c'est impressionnant. C'est carrément un bouquin on peut se perdre dedans. Mais c'est vrai que ce match de Champions League, pour moi, représente une valeur et une saveur particulière parce que vous évoquez le cas Xavi, mais on peut évoquer également le cas de Pirlo à la Juve, qui a été son comparse et son alter ego aussi dans le championnat italien et au niveau sur la scène internationale. Donc c'est 2 joueurs, 2 monuments qui vont se rencontrer pour être certainement leur dernier match sous les couleurs à la fois de la Juve et de Barça. Et vous pensez qu'ils sont capables de gagner les 2 finales à la fois ? Moi, je pense qu'ils sont capables. En tout cas, le Barcelone part avec une position de favori. Donc la Juve est une équipe dont il faudra qu'elle se méfie. Mais c'est vrai que le Barça, si elle joue sur sa réelle valeur, c'est très difficile d'arrêter le Barça. Donc on a vu les grands d'Europe s'y sont frottés ces derniers temps. Ils ont tous pris des gifles. Donc je ne vais pas mésestimer ou sous-estimer la valeur de la Juve. Mais c'est vrai que le Barça, à l'heure actuelle, est redevenu un petit peu l'ogre qui dominait le football ces dernières années. Ouais. D'ailleurs, la Juve peut faire la même chose, réaliser un triplé. La Juve peut réaliser également un triplé. La Juve qui, depuis quelques années, domine un petit peu son championnat. Donc c'est vrai qu'elle redevient, son passé est en train de renaître ces derniers temps. Donc j'espère vraiment, moi je suis très content de la revoir à un tel niveau de compétition en Champions League. Mais je pense qu'il y a quand même encore du retard par rapport au FC Barcelone. Donc on ne va pas dire que c'est une finale déséquilibrée, mais ça part toujours avec un 0-0, 50-50. Mais je dirais que sur la valeur intrinsèque des 2 équipes, individuellement et collectivement, je pense que ça penche quand même en faveur du Barça. Alors on va passer maintenant au Real Madrid, qui a offert un festin de buts à son public avant de partir en vacances. 7-3 avec un triplé de Ronaldo. On a envie de dire, Manu, que c'est la moindre des choses au regard de cette saison vierge.
Oui, c'est malheureux parce que les 6 premiers mois avaient été tellement bons et tellement beaux qu'on s'imaginait qu'ils allaient casser leur propre record à la fin de saison et puis se sont écroulés la deuxième partie du championnat en laissant le Barça reprendre un petit peu les rênes et la dominance, justement la domination en Liga. Malgré tout, c'est une consolation personnelle. Il va finir Pichichi de la Liga, donc devant Messi. Il a encore eu des stats impressionnantes de régularité. Il a repoussé et cassé ses propres records encore une fois. Malgré tout, j'ai l'impression que le cas Cristiano Ronaldo, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt et que la dépendance du Real envers Cristiano Ronaldo devient de plus en plus, à mon avis, contre-productive malgré tout. D'ailleurs, justement, le Pichichi, il a fait un match absolument exceptionnel, hein, Lise Barenboim face à Retafe, à plusieurs égards. Hein. Oui, alors on l'a dit, il a signé un triplé, donc il monte son total de buts à 48, ce qui est absolument exceptionnel. Et puis, le public madrilène, pendant ce match, a aussi beaucoup montré son attachement à Carlo Ancelotti, l'entraîneur, en scandant son nom à plusieurs reprises pendant la rencontre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon un sondage de Marca, 73% des socios souhaiteraient qu'il reste, alors qu'on sait qu'il va partir la saison prochaine. CR7 a lui posté une photo sur Twitter de lui avec son entraîneur, mais ça ne va pas suffire à le sauver. Pour le moment, c'est Benitez qui est favori pour remplacer Ancelotti. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu? Vous trouvez que c'est mérité, ce limogeage? Non, mais il y a une tradition dans les grands clubs, mais notamment que ce soit au Barça ou au Real Madrid, la longévité n'est pas la priorité dans les entraîneurs. C'est souvent des intermittents qui durent 2 ou 3 ans à chaque fois. Donc je pense que cette année, l'élimination à la fois en demi-finale de Champions League contre la Juve a été très mal vécue parce que tout le monde espérait avoir une finale Barça contre Real Madrid. Et puis cette défaite juste avant contre Schalke 4-3 a été pour moi le prémisse de cette fin de saison qui s'est terminée en autre boudin. Donc on va dire qu'il est très apprécié par les joueurs, une partie des socios aussi, mais je dirais aujourd'hui que c'est extrêmement politique. Donc je pense que Fernando Pérez, le président de Real, va prendre des décisions aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à la fois Cristiano Ronaldo mais aussi James Rodriguez ont apporté leur soutien d'un point de vue public à Carlo Ancelotti. Lui de son côté a dit que s'il ne continuait pas avec le Real Madrid, il va prendre certainement une année sabbatique. Donc ça vous montre à quel point l'attachement qu'il peut y avoir entre le vestiaire et Carlo Ancelotti. Maintenant, des décisions sportives sont souvent assujetties aux décisions politiques et quand on connaît la densité politique à Madrid ou à Barcelone, on peut s'attendre à tout. Ouais. Alors justement, Lise, les supporters sont très solidaires d'Ancelotti, mais par contre, ils ne seraient pas contre un départ de Ronaldo malgré ses résultats incroyables. Oui, alors en tout cas, il y a plusieurs clubs intéressés déjà. Manchester United qui ne serait pas contre un retour du Portugais et puis le PSG qui est disposé à mettre 125 millions d'euros sur la table pour recruter le Ballon d'Or en titre. Et ce qui est incroyable, c'est que dans un sondage publié par la presse espagnole, les supporters merengues se sont prononcés à 75% pour le départ de CR7. Alors visiblement, ils sont convaincus qu'à 30 ans, il est temps de le vendre et avec l'argent qui serait récupéré, de lancer une nouvelle génération au Real Madrid. Pensez vraiment qu'ils vont se séparer du Ballon d'Or, Manu? Même avec un gros chèque? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est peut-être aussi fort que l'institution de Real Madrid. Donc, ça devient embêtant dans des super grands clubs d'avoir des joueurs qui ont un charisme et aussi des stats aussi impressionnantes. Il a 30 ans dans la position dans laquelle il joue. 125 millions d'euros, c'est quand même une enveloppe extrêmement avantageuse pour le Real Madrid sur le marché des transferts. C'est peut-être aussi l'opportunité de redémarrer sur un nouveau cycle. Quand on connaît la dépendance, je l'évoquais juste avant, la dépendance de Cristiano Ronaldo en termes de stats, ça devient compliqué parce que c'est un joueur qui va décliner. Après une trentaine d'années, il ne va pas avoir les mêmes stats. Donc comment faire? Donc est-ce qu'on peut profiter justement de la possibilité d'avoir cette manne financière pour renouveler l'effectif et repartir sur une nouvelle dynamique? Moi, je pense que ça serait nécessaire. D'autant plus qu'en 6 ans et demi, ça fait 6 ans et demi qu'il joue avec le Real Madrid. Il a gagné une Champions League, une Liga et 2 Coupes du Roi. C'est quand même largement insuffisant à la fois pour la Madrid, mais également pour Cristiano Ronaldo. Et franchement, Valérie, quand on voit les stats de Cristiano Ronaldo depuis des années, est-ce que vous pensez qu'il peut faire encore plus? Moi, j'en doute. Mais alors, vous le verriez où, ce joueur? À Paris? À Paris ou d'autres, je pense qu'il y a beaucoup de clubs à l'heure actuelle qui seraient prêts à faire d'énormes sacrifices pour avoir un serial buteur comme lui dans son effectif. Maintenant, quand vous amenez Cristiano Ronaldo dans un vestiaire, il prend quand même beaucoup de place à la fois dans le vestiaire mais également sur le terrain. Donc
On l'a vu avec Ibrahimovic, c'est un peu compliqué, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je lui souhaite de continuer à nous faire rêver avec ses stats impressionnantes. Mais c'est vrai qu'au Real Madrid, si je me mettais à la place du président Florentino Pérez, je me poserais la question, est-ce que je prends les 125 millions et je reconstruis une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, ou je continue à Cristiano Ronaldo en sachant qu'il va à 30 ans, que dans les 2 années à venir, il va être sur une phase descendante. Donc c'est un choix cornélien. Oui, mais c'est vrai que quand on voit le montant du chèque, ça fait réfléchir. Allez, on va regarder tout de suite le classement de cette Liga. Le Barça termine champion avec 94 points et une différence de plus 89. Il devance le Real de 2 points. L'Atlético Madrid termine sa saison avec 78 points et ira directement en Ligue des Champions. Valence, 4e, devra passer par un tour de qualification. Enfin, rien n'est perdu pour Séville qui peut encore se qualifier pour la C1. Il faudra gagner la finale de l'Europa League. Allez, on passe tout de suite au dossier de la semaine. Et il est presque seul en course. Sepp Blatter, président de la FIFA depuis 17 ans, n'aura qu'un seul concurrent dans l'élection pour la présidence de l'instance la plus puissante du football mondial. Celui qui voudrait obtenir son 5e mandat, pour rival le prince Ali Ben Al-Hussein, dernier en lice après les retraits du président de la fédération néerlandaise Michael van Praag et de l'ancien joueur portugais Luís Figo. Mais les résultats de ces élections sont-ils vraiment courus d'avance? Les résultats, c'est vendredi prochain. Le reportage tout de suite de Lise Barimbaum, on en parle après. Sepp Blatter n'aura qu'un adversaire. Le président actuel de la FIFA brigue un 5e mandat et avec le retrait des candidatures du président de la fédération néerlandaise et de l'ancien joueur portugais Luís Figo, c'est le prince Ali de Jordanie qui défiera seul le grand favori sortant. Le prince Ali de Jordanie a démontré de façon convaincante qu'il est actuellement le candidat qui a le plus de chances face à Joseph Blatter. Je lui ai donc proposé de retirer ma candidature s'il acceptait d'adopter certains éléments clés de mon programme. À une semaine de l'élection présidentielle à la FIFA, ces retraits étaient prévisibles car ils s'appuyaient sur le même réservoir électoral trop faible pour battre Blatter. Un rassemblement des candidats challenger aurait pu faire pencher la balance, mais il n'a pas eu lieu. Van Praag, ancien président de l'Ajax d'Amsterdam, a annoncé son retrait par un communiqué. Figo, ex-ballon d'or portugais de 42 ans, s'est fait une raison. Certes, il jouissait d'une grande popularité, José Mourinho l'appuyait par exemple, mais son inexpérience dans les instances le pénalisait. Ali a parcouru le monde entier pour convaincre les présidents de fédérations de voter pour lui. Avec un budget de campagne quasi illimité, celui qui siège depuis 2011 au comité exécutif de la FIFA dispose des meilleurs contacts et n'hésite pas à prôner le changement. Aussi formidable que soit le football, aussi populaire qu'il soit, la réputation de la FIFA n'est pas à la hauteur. Donc le temps est venu pour un changement. Que ce soit moi ou n'importe qui d'autre. Il est arrivé un moment où je me suis dit « Ok, j'y vais ». Mais le prince présente aussi des handicaps. Il n'est pas président de la Confédération asiatique dont dépend son pays, la Jordanie. Au regard de certains votants, il paraît bien jeune. Il a 39 ans et il ne siège que depuis 4 ans au comité exécutif de la FIFA. En face, Blatter, depuis 40 ans à la FIFA, dont 17 à la présidence, a une influence évidente dans le monde du football. Je pense que tout est possible dans le football. Si M. Blatter se représente, c'est qu'il estime qu'il est apte à continuer et à briller un nouveau mandat. Après, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Figo, amer sur sa page Facebook, ne se fait quant à lui guère d'illusions pour le prince Ali. Ce processus électoral est tout sauf une élection. C'est un plébiscite qui a pour objectif de remettre le pouvoir absolu à un homme, ce que je refuse d'accompagner. Est-ce normal qu'une élection pour l'une des organisations les plus importantes de la planète se déroule sans un débat public ? Blatter a en effet refusé tout débat public, répétant que son bilan parlait pour lui. Bon, Manu, cette élection, c'est quand même une mascarade. Les candidats s'engagent, se désengage. Est-ce que vous pensez que ce candidat, Ali Ben Al-Hussein, a une chance face à Sepp Blatter ? Quand on voit le retrait du président de la fédération néerlandaise ainsi que Luís Figo, on pourrait penser que c'est perdu d'avance. Et puis, sincèrement, Valérie, moi je pense que c'est perdu d'avance. Le système d'élection de la FIFA est un peu à l'image de ce qui se passe ici à la Fédération française de football. Donc, c'est pas du tout démocratique. On est entre soi, c'est hyper sénatorial. Quand j'écoutais dans le reportage qu'à la fois Sepp Blatter a 80 ans,
on dit que c'est un handicap. Et après, on dit que de la part pour Luis Figo, qui a 42 ans, qu'il a l'inexpérience et qu'il n'est pas suffisamment vieux. Donc je ne comprends pas ces deux démarches. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a 4 ans, Sepp Blatter a fait une promesse à toutes les fédérations européennes en échange de leur soutien. Il leur avait promis que c'était son dernier mandat. Donc il n'a pas tenu sa promesse et on s'aperçoit aujourd'hui que, c'est ce qu'a dit Ben Hussein, c'est que la FIFA aujourd'hui donne une image vraiment exécrable, quelque chose d'extrêmement opaque où des malversations sont très très loin du modèle sportif, qu'on est dans la politique et de la finance. Je dirais que c'est à l'image du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc Sepp Blatter ou un autre, sincèrement Valérie, je ne vois pas ce que ça changerait. En tout cas, le Prince Ali a un soutien important de poids, c'est celui de Michel Platini. Et oui, le président de l'UEFA qui le soutient à titre personnel, qui dit qu'il a la compétence et la passion pour y arriver et qui dit que Blatter doit savoir passer la main. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour encore plus de foot. Manu, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Lise Barimbaud, merci comme toujours de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Chers téléspectateurs, surtout, vous restez avec nous car l'info continue et c'est sur i24.